Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver comme chaque matinée. Merci aussi d'être toujours fidèles au programme de Canal Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 10h du matin comme à l'accoutumée. Nous aurons le plaisir de recevoir Jawdet Gessouma dans sa rubrique littéraire. Aujourd'hui, comme chaque mardi, il nous parlera de la jeune littérature algérienne. On fera un gros plan sur des auteurs algériens, en tout cas très prometteurs. Nous aurons également à revoir aussi le prix littéraire, la 7e édition du prix littéraire Mohamed Dib. Nous aurons aussi à parler donc des lauréats, Mostafa Benfoudil par exemple, et bien d'autres jeunes auteurs qui ont eu donc le prix en amazigh et en langue arabe également. Nous aurons également à parler donc santé avec deux plateaux santé, celui qui nous parlera aussi du Octobre Rose. Nous allons recevoir Madame Houria Khattab qui elle est présidente de l'association L'Amel pour nous parler de ce nouveau centre qui verra le jour bien sûr toujours pour le bien-être de ces femmes atteintes du cancer du sein. Elle nous en dira plus tout à l'heure. Et nous parlerons de l'arthrite, et oui, nous aurons à cet effet professeur Ladjouz qui sera sur notre plateau, rhumatologue. Elle viendra nous parler de la journée mondiale donc, de l'arthrite qui a été donc célébrée au mois d'octobre. Nous y reviendrons également. Et puis Fela Abras dans sa rubrique pédagogie, aujourd'hui elle nous parlera du contenu du programme scolaire, surtout des premières classes. Donc nous allons avec elle bien sûr revisiter donc ce programme scolaire. Et on terminera l'émission avec un groupe tout à fait donc dynamique puisqu'ils organisent donc des déplacements sur le territoire national. Aujourd'hui, ils ont lancé une opération Tech Trip. C'est dans la région de Bérizina, dans la wilaya d'Al-Beyed. Il nous fera donc découvrir cette belle région et pourquoi ils auront choisi cette région. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier et puis restez attentifs jusqu'à la fin. Et on n'oublie pas, bien entendu, on commence toujours par la météo. Elle arrive tout de suite dans un petit moment. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Elle est là, elle va vous dire qu'il va faire beau aujourd'hui. Ouais. Donc malgré que ce matin il a fait très frais. Très frais, exactement. Ouais. 9 degrés. Durant la journée. Les températures 22 degrés quand même. Ouais. Donc on range les bottes, la doudoune, etc. Pour la semaine, oui. Le parapluie aussi. Le parapluie aussi. C'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Bon, ouais, vous allez nous dire le reste alors. D'accord. Allez-y. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura un ciel dégagé, à partiellement voilé sur les régions de l'ouest avec quelques passages nuageux, mais en matinée sur l'ouest. Par contre, sur le centre, eh bien on aura une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. À l'est, on aura des passages nuageux avec des averses résiduelles par contre sur les régions côtières et proches côtières de l'Est. La moitié sud, rien à signaler. Le soleil va prédominer sur le sud-ouest, la Sahara, le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central, le Sahara oriental, le Guertessili et l'extrême sud. Les températures durant l'après-midi, eh bien Météo Algérie a prévu un minimum de 16 degrés du côté d'Al-Beyod, Djelfa, Constantine, également Batna, 22 degrés Alger, Annaba et Oran, 21 Tizi Ouzou, également Rolizane, 22 Biskra, 23 à Gardaya, 25 Béchar, 30 degrés Ilizi, Tamanrasset, Janet, 32 à Tindouf, 34 à Drar, Insalah et enfin 35 degrés le maximum Bodj, Bedjmourtar et Ngzem. La mer, durant cette journée, eh bien on aura une mer plutôt peu agitée sur les côtes ouest, mais agitée sur les côtes centre et est avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest, 20 à 30 km/h sur les côtes centre et 30 à 40 km/h sur les côtes est. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Europe où le ciel restera plutôt gris. Plus exactement à Berlin, avec des pluies par contre à Londres, Paris, également Vienne, des passages nuageux à Lisbonne, Madrid, Rome, Istanbul et Moscou. Mais le soleil sera bel et bien présent à Kiev. Côté température, eh bien, on relèvera 11 degrés à Moscou, 16 à Kiev, 13 à Berlin, 10 degrés à Vienne, 14 à Londres, 13 à Paris, 19 Lisbonne, également Rome, en passant par les 23 degrés, le maximum cette fois-ci à Istanbul. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum.
Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel de cette journée. Exact. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Donc aujourd'hui, on est le 27, hein, n'oublie pas, le 27 octobre, demain, c'est une grande fête pour la télévision algérienne et la radio algérienne également. Nous allons célébrer ensemble. Inch'Allah. Le 28 octobre, fête donc de recouvrement de la souveraineté de la télévision et de la radio algérienne. Voilà, donc en attendant de se retrouver demain, je vous dis bonne journée. Merci. Et bien sûr, on se quitte en chanson, on vous laisse repartir avec une belle chanson. C'est un groupe international donc, qui regroupe 14 nationalités. Il s'appelle Ethno Flanders, c'est un groupe belge et ils ont repris une très belle chanson de notre patrimoine algérien, celle donc de Zulekha qui chante Sob Rush Rush et on se retrouve juste après. Une belle chanson, l'Erhama Zulekha, une grande dame aussi de la chanson algérienne qui nous a marqué et d'ailleurs qui a marqué notre invité. C'est donc Djaoudet Gessouma qui est avec nous chaque mardi matin. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ouais, c'est une belle chanson. Hein. Oui, c'est une belle chanson. Qui nous touche à chaque fois. Qui est très émouvante parce que le parcours de Zulekha était vraiment un parcours, un chemin de croix très difficile. Voilà, et donc c'est avec une certaine émotion qu'on l'écoute toujours. Voilà, on lui rend hommage par l'invocation. Très bien, tout à oui, fait. bien sûr. Eh bien, on va parler donc de littérature avec vous, comme chaque mardi matin. Et cette fois-ci, vous faites une grande place à la jeune littérature algérienne. Oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a vraiment un renouveau. Il est un peu dommage que les espaces de révélation de ce renouveau soient quand même ce compte. C'est vrai qu'en ce moment, de chagrin. On ne peut pas dire qu'il y a des cafés littéraires en ce moment. Voilà, c'est-à-dire que la littérature est quelque chose de vivant. C'est un concept vivant. Donc, il faut des échanges, il faut des espaces de création, il faut des espaces de diffusion aussi. Et on a des élans littéraires sur toute l'Algérie, qui est d'ailleurs un territoire très vaste. Et moi, je me suis juste intéressé un peu à quelques éléments. Il y a beaucoup de jeunes créateurs, beaucoup de jeunes, pour peu qu'on puisse les révéler. Il y a certaines maisons d'édition qui aujourd'hui ont une partie où ils encouragent la jeune création. Bien que c'est très difficile quand on n'est pas connu de pouvoir donc, se faire éditer. Oui, effectivement. Donc ça tient vraiment au coup de cœur de l'éditeur qui accepte ou pas, ou qui est touché ou pas. par un carrément texte. Se faire éditer à compte d'auteur. Alors là, c'est plus c'est onéreux.
non, mais là, c'est quasiment une impossibilité notable. Ça coûte cher d'éditer un livre et c'est pour ça que le soutien au livre, quel que soit ce soutien, même par les mécènes d'ailleurs. Moi, je me souviens, j'ai fait un livre sur Salima Swakri avec son parcours qui est très intéressant. Si on n'avait pas sponsorisé, je veux dire, le livre, on n'aurait jamais pu le faire. Exactement. Si on avait compté juste sur l'éditeur qui est le Bayazine, c'est vraiment on n'aurait pas pu le faire. Très courageux aujourd'hui pour les auteurs de pouvoir donc s'accrocher à cette passion, parce que d'abord, c'est une passion avant tout. Aujourd'hui, on n'est pas auteur de profession. Oui, non, là, on ne peut pas gagner sa vie, c'est clair. Même Yasmine Khadra en Algérie ne gagne pas sa vie, je veux dire, avec même les grands auteurs. Voilà, comme je disais, Yasmine Khadra, ou bien d'autres. Daoud, ou Maïssa Bey, ne gagnent pas leur vie. Exactement. C'est un débat, en tout cas, très enrichissant. Voilà, ça c'est pour la prochaine. Probablement, oui. On fera une chose sur les éditions. Alors, moi, je voulais juste coup de cœur, d'abord, juste un ouvrage qui est depuis assez longtemps sur le marché. Il fait 700 dinars. C'était Raconte-moi ta liberté. Alors, c'est un ouvrage collectif de création. Moi, ça m'a plu parce que c'est un ouvrage alternatif, justement, des éditions Son Chaud et sur la collection Gantara. Donc, Gantara, passerelle en français. Et c'est un ouvrage collectif. Et c'était vraiment très intéressant pour moi parce qu'il regroupe de la photo, c'est dans la même veine que Esprit Bavard, la revue, et c'est la même équipe qui l'a fait. Et ça, c'est un ouvrage collectif donc qui réunit des écrivains, c'est international. Qui réunit international parce qu'ils ont fait appel à des auteurs internationaux. Il y a des textes de Saïd Ben Merad, Nedalel, Nazim Khoudour, Amal Khoudour, Rizlan Bourna, Ismail Benkoun, Hamid Gasmi. Il y a plein de c'est dans l'esprit de la nouvelle. Entre poésie, nouvelle, écrit en anglais, écrit en français, écrit en dialecte arabe, mais transcrit en français. Vraiment très bel ouvrage qui est alternatif, c'est-à-dire que c'est une initiative quasiment personnelle, quasiment à compte d'auteur, malgré le fait que ça soit une maison d'édition. Et c'est donc très intéressant. Je disais, c'est dans la même veine que l'Esprit Bavard. Qui est comme ça une revue très forte, très puissante, pertinente, avec justement qui regroupe des arts, tous les arts, de la photo, de la poésie, du théâtre. Et c'est très intéressant. Elle est encore sur le marché, vous la trouvez, et c'est intemporel. C'est pour ça que j'en ai parlé. Et justement, c'est un petit des espaces révélateurs de la nouvelle littérature algérienne. Et étant donné qu'ils ne sont pas chez des éditeurs institutionnels, ça permet d'avoir justement une grande liberté dans les textes et tout. C'est très intéressant. D'où le titre. D'où le titre d'ailleurs. Voilà, et donc il y a beaucoup de jeunes auteurs aujourd'hui qui bénéficient quand ils ont la chance d'être édités, comme par exemple Katia Temzi, qui est une jeune entre poétesse et jeune autrice, écrivaine, qui fait des aphorismes, qui fait beaucoup de choses. Il y a les éditions Amel qui produisent beaucoup. Il y a aussi des grands éditeurs comme Casbah qui donnent souvent la chance à des jeunes auteurs. Et là, par exemple, on a une petite perle, j'en parlerai peut-être prochainement sur Abdelmouahiz Forhi, par exemple, qui a fait un petit livre à 19h, Mon amour. Et donc ça c'est vraiment une écriture récente, actuelle, contemporaine. C'est très intéressant. Donc vous avez aussi, mon coup de cœur du jour, c'est vraiment Mohamed Abdallah. Alors Mohamed Abdallah, c'est un ovni, un extraterrestre, je ne sais pas s'il est humain ou pas. En tout cas, ses qualités sont excellentes. On ne l'a pas reçu encore. Mais je pense qu'il fera bientôt les beaux jours de la littérature algérienne, puisqu'il en est déjà à son 3e roman. Et donc il a toujours vécu à cheval entre les rives de la Méditerranée. C'est un bonhomme qui est né en 97. Mathématicien.
Wow, comme la majorité donc, des mathématiciens qui sont brillants dans la littérature. Ah oui, entre Tahar Djaout Ben Fodel et lui, vous avez même aussi Jalila Hajar Bali, qui aussi enseigne d'ailleurs les mathématiques à Webzoar. Donc voilà, vous avez des écrivains comme ça. C'est bien pour nous dans le monde de la littérature parce qu'on les a récupérés en attendant qu'ils trouvent des solutions sur la théorie des cordes et ces choses-là. Mais en tout cas, nous, on les a gagnés sur la littérature. Donc, c'est un très jeune garçon et très jeune, oui, il est né en 97. Et il vous fait des réalisations extraordinaires. Donc, le premier roman, c'est aux éditions Nassib, où il écrit un roman, mais c'est réellement un pavé. Entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une seule page. C'est un hymne à l'Algérie, à l'amitié, à la tolérance, aux échanges, tout ça. Et où il décrit un tout petit peu tous ces rapports entre l'Algérie et la France, qui sont « je t'aime, moi non plus », ces choses-là. Son deuxième roman, c'est « Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam ». Il est publié en 2015 à la NEP et il parle c'est un peu une sorte de contrepoint à ce qu'a fait Assia Djebbar pendant des années. Et il parle des femmes, la manière avec lesquelles elles ont pu faire preuve de courage, sagacité dans une vie qui se veut épanouie. Il parle des femmes entre les années 60 et 70, 1960, 1960. C'est vraiment extraordinaire. Il a une écriture flamboyante. Il a dû faire beaucoup de recherches, riche, parce qu'il n'a pas vécu cette et la valeur, justement. Il l'a vécu à travers peut-être ses ça parents. prouve sa grande empathie par rapport à l'histoire, même l'histoire récente, l'histoire contemporaine. Ça montre la grande empathie de ce cher Mohamed Abdallah, qui est... rappelons-le, qui est très talentueux, qui bénéficie de la presse, des médias, qui est très reconnu à son âge et qui est d'une modestie exemplaire. Et ça, c'est une preuve de grandeur de la personne. Et quand vous lisez le texte, ces textes, c'est extraordinaire. Donc il fait encore après un troisième roman qui est aux portes de Sirta. Donc aux portes de Sirta. C'est votre coup de cœur d'aujourd'hui. C'est vraiment le coup de cœur parce que j'ai commencé à lire cet ouvrage et il a, je disais, une écriture majestueuse. Voilà. Il a une écriture fluide, très simple, mais majestueuse dans son ensemble. Ça accroche parce que, en plus, il nous met en immersion totale dans une sorte de, comme si c'était au cinéma, une caméra subjective. C'est-à-dire, il nous met en lecture. Embarquée. Voilà, embarquée. Il nous met en lecture subjective où nous sommes présents avec lui. Incroyable. Il enlève son ego, il supprime son ego et il laisse toute la place à son récit, à sa narration. Donc, Mohamed Abdallah Porte de Sirta, roman paru aux éditions Casbah, édition, est vraiment un roman magistral. Magistral. Voilà. Allez, on va aller doucement. Voilà, et qui parle de l'Agli de Massénissa, de l'intérieur. Donc vous avez tous les personnages de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un roman qui aurait pu être basé sur des faits réels, qui aurait pu être réel. Voilà. Il est basé sur des faits réels. Ça prouve un peu, d'après ce que vous décrivez, ça prouve un petit peu... son sens de la narration, de la description et de sa connaissance. Beaucoup documenté, il a énormément lu, sûrement. Ça, c'est clair et net. Ceux qui s'intéressent à la Numidie, comme moi, qui vais peut-être préparer un travail sur le Medrassen, en compagnie de l'Association des Amis du Medrassen, justement, il y a beaucoup de documentaires. Nous sommes un peu au fait avec M. Garfi. Voilà, et sincèrement, Porte de Sirta est un roman vraiment magistral, c'est-à-dire qui deviendra culte dans quelques temps, parce qu'il nous décrit vraiment de l'intérieur tout ce qui s'est passé, ces guerres entre la Numidie ancienne et Carthage.
ces rapports qu'il y a eu, qui étaient des rapports aussi de je t'aime moi non plus, avec des alliances, des séparations, Asdrubal, Hannibal. C'est un énorme travail qu'il a dû faire. Oui, c'est un travail, c'est-à-dire la documentation. Il décrit les costumes, il décrit la géographie, l'architecture de ce lieu et même la nourriture. C'est-à-dire, donc on sent qu'il a vraiment fait un travail. Et il a tout intégré, tout ça, dans un système de narration qui est vraiment très, très intéressant. Donc, je le conseille vraiment pour le voyage dans le temps et pour les belles phrases. Là, il nous prépare aujourd'hui l'écriture d'un nouveau roman, Le vent a dit son nom, qui se déroule au moment du déclenchement de la guerre de libération nationale. J'ai toujours parlé de l'intégration de la littérature dans la grande mythologie nationale. Et je pense que ça, ce sont des indices, ces jeunes écrivains sont des indices que ça commence à se faire. Et c'est vraiment ça, ce sont des héritiers de Wassim El Araj, des grands écrivains qu'on a. Et on a donc des héritiers. Ça, c'est vraiment, je le dis avec un optimisme. On sera donc curieux de le recevoir sur nos plateaux. Oui, il est très intéressant, il est très prolixe. Il sera disponible pour nous. Voilà, il fait ce qu'il fait. C'est bien pour les jeunes générations qui arrivent. Exactement. Et pourquoi pas participer à des grands concours littéraires. Évidemment. Et en être les lauréats. Transition, et là, toute Miss transition Amal, est très toute bien. faite. Pour parler justement du prix Mohamed Dib, 7e édition déjà. Voilà, la 7e édition. Donc, elle a eu lieu, la délibération a eu lieu... Enfin, la proclamation des résultats a eu lieu le mardi dernier, ça fait exactement une semaine. Et la remise des prix s'est faite le samedi 24 octobre dernier, sous bien sûr le patronage et l'égide de Madame Bendouda, actuelle ministre de la Culture. Et donc, ça s'est déroulé à la galerie, à Dar Abdel Taif, là, avec la présence de Nasser Achechia de Londa et Madame Zabeha Ben Mansour de la grande maison. Voilà. On a la chance, effectivement, d'avoir aujourd'hui trois, c'est-à-dire trois distinctions. C'est la même distinction, mais déclinée en trois versions différentes, c'est-à-dire la version arabe en langue arabe qui a été décerné à Abdelmoun'im Ben Saïh aux éditions Al-Mahir, Linarqos Tarantela Toumanamout. C'est-à-dire que Linarqos Tarantela Toumanamout, c'est la tarentelle, c'est-à-dire que lui, il fait une référence à la danse qui se passe au sud de l'Italie. C'est une danse très connue et c'est une danse un peu de la mafia, un peu comme ça. Donc lui, il a fait, mais c'est pas du tout ce qu'on croit, parce qu'il a fait un roman sur un personnage central de son roman qui est Jawad, un Palestinien, et ça parle en général de la jeunesse palestinienne. Donc encore une fois, Ben Saïh Abdelmoun'im a fait une immersion, et là le sens de l'empathie pour se mettre dans la peau de cette jeunesse palestinienne qui cherche la résilience malgré tout. Ensuite... avant de vous laisser terminer, on va voir justement ce prix, puisqu'on a des images de ce prix. Et on va revenir sur cette cérémonie, donc avec ce reportage. Tout de suite, le prix Mohamed Dib, et on se retrouve juste après. Abdelmoumene Ben Saïh, Mourad Hadj Saïd et Mustafa Ben Fodil, ce sont les lauréats de la 7e édition du prix littéraire Mohamed Dib. Un événement qui coïncide avec le centenaire de cet illustre auteur algérien d'expression française, lors duquel on n'a pas manqué de célébrer son œuvre. L'objectif principal de cette cérémonie est de motiver la création littéraire des jeunes dans les trois langues, arabe, amazigh et française. Cette édition coïncide avec le centenaire de Mohamed Dib. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cet important événement. Nous aurions souhaité marquer le coup un peu plus. Le fait que le prix ait été remis en majorité à des jeunes nous réconforte. Initié par l'association La Grande Maison en 2001, le prix littéraire Mohamed Dib est une distinction très convoitée par les auteurs algériens. Les lauréats de cette année n'ont pas manqué d'originalité. C'est un honneur pour moi. Cela m'encourage à écrire plus. Le livre que j'ai écrit et qui m'a valu le prix Mohamed Dib est un livre
où je mets en avant les us et coutumes de la société palestinienne. Je suis très content d'avoir eu ce prix littéraire. C'est une distinction qui porte le nom de Mohamed Dib, un auteur que j'apprécie beaucoup. Je m'imprègne énormément de lui. La cérémonie a été marquée par une exposition portant sur le parcours de Mohamed Dib et un montage poétique adapté de différents extraits des œuvres de cet illustre écrivain. Un bonheur pour les amoureux de la littérature dibéenne. Voilà, on voyait donc tout ce parterre donc, de personnes. Donc, par simple jalousie, je dirais que j'ai été quand même nominé à ce prix il y a quelques années. Bravo. Quelle chance. Voilà. Le modeste histoire de se placer dans ce plaisir de vous avoir avec nous chaque mardi en plus. Bien sûr. Ouais. Non mais bon, ça c'était juste pour l'humour, mais oui, bien sûr. Quoique c'est une vraie info. Il y a aussi Mourad. Eh ben, ils sont très fiers justement d'avoir ce prix. C'est un prix prestigieux, surtout cette année. Il a aussi une couleur particulière. De fait, par cette pandémie qui nous permet pas beaucoup d'échanges, mais c'est pas grave. Mais c'est le centenaire de Mohamed Dib et c'est vraiment un des prix les plus prestigieux. Oui. L'avoir, c'est vraiment une consécration. Donc, ce sont des écrivains vraiment artistes qui sont très talentueux, les trois, et donc on est vraiment content pour eux, très fiers. Et aussi on voudrait vraiment aussi partager cet honneur avec le lecteur qui découvrira des œuvres très originales. Ouais. Ça, c'est une petite surprise pour nos amis téléspectateurs. C'est Zimou. Oui. Je l'appelle Zikmou, moi, musique, parce que c'est Mourad Hadj Saïd, de son vrai nom, qui est Zimou, qui est le récipiendaire du prix Mohamed Dib en langue amazigh. Et donc, avec son roman Kawitou, paru aux éditions Casbah. Donc, c'est un éditeur qui encourage beaucoup la jeune création. Et donc, Zimou, voilà. Zimou travaille beaucoup sur Georges Moustaki, sur plein d'auteurs à texte, et il est lui-même auteur à texte, donc il a une série de chansons à texte, oui, il a même la tessiture de voix quasiment de Georges Moustaki, et donc Mourad Zimou était absent du prix, mais cela n'empêche qu'il a fait un passage fulgurant parce qu'il est passé, comme dit Mohamed Sari, qui était président du jury. Il est passé vraiment du conte populaire, vraiment transversal, à la grande littérature, le romanesque, où il est passé du roman d'une manière avec brio, et donc ce brio a été reconnu dans ce prix Mohamed Dib. Donc aussi le lectorat amazigh est très présent, et en fait vraiment remarque ce passage de l'oralité vers l'écriture, et c'est un paramètre très important de la civilisation. Tout à fait. Le dernier Body Writing, prix Mohamed Dib. Alors là, je suis content pour lui parce que j'avais fait sa première couverture, Zarta, il y a on l'a vu dans le reportage d'ailleurs. Et il a Ben Fodil aux éditions Barzakh, Body Writing, c'est vraiment son livre le plus personnel. Donc il fait un contraire de l'empathie, justement, où il va se projeter dans deux personnages. Ambivalent, c'est lui, à travers un personnage qui s'appelle Karim Fatimi, qui est astrophysicien, qui meurt. Donc Ben Fodil, à travers son personnage, met en scène sa propre disparition, et il y aura un récit entre guillemets d'un autre personnage qui est sa femme, et avec une question mystère qui va être récurrente dans ce livre, que s'est-il passé un certain 28. D'accord. Et moi je dirais, je connais le secret, donc je vais le donner au lecteur. Oui. Il s'est passé qu'il y a eu un personnage qui est mort cette nuit-là et qui est ressuscité. Voilà. Il y a un homme qui est mort et un autre homme qui a revécu. Après, vous découvrirez ça dans son livre Body Writing, qui est un roman très personnel et qui signe un passage, une chronique des années 90, très intéressant et très personnel. Connaissant ce personnage, ça a été très courageux de se livrer. Et je me souviens quand il y avait ce fameux Zarta qui était sorti au début des années 2000, il avait très souffert de la non-lecture de son livre. Zarta a été lu
à court. Et donc, il est un homme de théâtre. Oui, il a vrai, fait plein de choses. Théâtre, on a écrit notre première tout pièce ensemble, d'ailleurs, avec Mohamed Cherchel, avec Hajar Bali, avec Younil, qui était une excellente écrivaine. Et donc, tout ça, et donc, c'est cette consécration. En tout cas, on est content pour eux. Bravo à tous ces c'est vraiment mérité, brillant, et c'est une reconnaissance du ventre de toute cette jeune, justement, écriture qui est très, très intéressante et qui raconte, prolifique, qui raconte l'Algérie d'une belle manière. Alors, on aura l'occasion peut-être de les recevoir, j'espère. On va terminer avec une actualité qui vous sait... Oui, rapidement. Juste rapidement, une brève. Donc, j'ai lu dans la presse quotidienne, je remercie d'ailleurs Mohamed H pour ça, un hommage à Madame Sabbar. Donc, entre Madame Sabbar et Madame Djebbar, il n'y a qu'une seule lettre. C'était la directrice de la responsable de la bibliothèque, Assia Djebbar de Tipaza, qui est partie à la retraite avec beaucoup d'émotions, de larmes et tout ce qu'elle a donné envie de lire à beaucoup de gens. Ça méritait d'être relevé. Et puis un hommage à Katib Yassine, décédé, je le rappelle, le 29 octobre 1989, et enterré le 1er novembre à Al-Alia. Et le hasard des choses a voulu que lui et son cousin Mustafa Katib, grand comédien, soient dans deux cercueils parallèles à l'aéroport. Ils sont arrivés le même jour. C'est vraiment ça, le hasard des choses, les grandes destinées. Et donc, se sont retrouvés après des années. Voilà, après des années. La mort les a réunis. C'est quelque chose dans la grande destinée de la tragédie grecque. C'est vraiment quelque chose de très beau. Il y a aussi un livre que je voulais suggérer aux lecteurs. Ça, c'est une petite perle qui regroupe des interviews de Katib Yassine avec Tessia Adit Yassine, Jamal Amarani, Dominique Aidé, plein de journalistes qui ont interviewé Nicole Mouchnik, tout ça. Ce sont des journalistes qui ont interviewé Katib Yassine. Et là, on en connaît un peu plus à travers ce livre qui n'est pas très connu. Le poète comme un boxeur, édité chez Seuil. C'est des entretiens qui datent entre 1958 et 1989. Donc, très intéressant à lire. Et je pense que la bataille, ça sera de le trouver. Tout à fait. C'est un très bel hommage à Katib Yassine. Voilà, pour mieux le connaître. L'anniversaire de son décès. Merci beaucoup, Jawdet. On vous souhaite une bonne journée. Et puis, on vous retrouvera dès mardi prochain, Inch'Allah. Voilà. Pour un autre rendez-vous littéraire. Merci. Allez, on continue. On va parler donc santé tout de suite avec notre invité. Un spot, bien sûr, sur le cancer du sein, puisque vous avez pu le voir tout au long de ce mois d'octobre, des spots qui défilent pour encore plus sensibiliser. On se retrouve juste après. Voilà, beaucoup de spots et ça montre aussi l'énorme travail qu'a réalisé donc toutes ces associations, en particulier l'association L'Amel qui se bat quotidiennement pour améliorer le quotidien donc, de ces femmes qui sont atteintes de cancer de sein. Alors avec nous, Houria Khettab, bonjour. Bonjour Amel, c'est Hamida. Hamida, pardon.
Pardon, Hamida, comment ça va? Ça va, merci vous-même. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, vous avez beaucoup travaillé ce mois d'octobre et bien avant, puisque vous avez préparé tout ce mois avec toutes vos équipes et bien des médecins et d'autres associations qui se battent sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. Alors, la lutte contre le cancer, bien sûr, ça ne s'arrête pas. En fait, octobre, qui est le mois mondial de lutte contre le cancer, ce n'est qu'une station justement pour rappeler à l'intérêt, sur l'intérêt du dépistage et diagnostic précoce qui reste, si vous voulez, le seul moyen pour faire reculer ce fléau. Alors votre voix va très haut, monte très haut à travers donc différentes rencontres, débats avec des médecins aussi pour justement médiatiser le plus possible cette intervention autour donc du dépistage, de faire connaître la maladie, comment se soigner, où aller, etc. Tout à fait. Au fait, sensibiliser, informer et former. Au fait, c'est un travail qui se fait sur plusieurs fronts. D'abord, informer, sensibiliser, vulgariser. Un maximum, un maximum. Déjà, le grand public, les femmes en particulier, mais le grand public, aussi, bien sûr, les hommes aussi sont concernés. Et puis aussi, sensibiliser les autorités sanitaires. En fait, c'est tout le monde qui doit s'impliquer. Concerné. Tout à fait, parce que chacun a quand même une part de responsabilité pour lutter. Et comme je vous disais en tout début donc, de notre débat, voilà, Octobre Rose tire à sa fin, ça y est, c'est bientôt la fin, mais vous avez toujours à travailler puisqu'arrive encore le mois de février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Il y a aussi le Octobre Bleu également. Oui. Vous êtes concernés par tout ça. Tout à fait, tout à fait. En fait, il va y avoir beaucoup d'autres occasions parce que, en fait, il y a plusieurs pathologies cancéreuses. Octobre, c'est réservé pour le cancer du sein. On aura aussi une autre station importante qui est le Mars Bleu, qui est réservé pour tout ce qui est cancer colorectal, qui est le premier cancer chez nous en Algérie, chez les hommes et en deuxième position après le cancer du sein chez la femme, avec plus de 6500 nouveaux cas. Et puis, il y a bien sûr la journée mondiale du cancer qui va englober toutes les pathologies, surtout les plus répandues. Et on fera vraiment une forte campagne de sensibilisation avec le ministère de la Santé, bien sûr. Et nous allons organiser, bien sûr, notre nouvelle édition du SICAN, qui est le salon d'information sur le cancer, qui est un rendez-vous incontournable et très important pour informer sur toutes ces pathologies cancéreuses. Alors, avec le recul aujourd'hui, ça fait maintenant quelques années que vous êtes donc à la tête donc de cette belle initiative avec d'autres associations. Et belle initiative, pourquoi? Parce que vous incitez à appréhender surtout et apprivoiser cette maladie, parce que c'est pas facile de vivre avec une maladie pareille, d'apprendre qu'on a un cancer. Donc, c'est pour ça que je dis prendre les choses avec beaucoup de sourire et surtout avec la couleur rose aujourd'hui, pour plus atténuer cette maladie. Oui, le rose, bien sûr, parce que déjà, c'est l'espoir pour dire justement que le cancer du sein aujourd'hui a changé de réalité. Ce n'est plus synonyme de la mort, ce n'est plus une fatalité. On peut d'emblée parler de guérison dans le cancer du sein, c'est extraordinaire. Ça veut dire que seulement il faut juste avoir un diagnostic précoce. Ce n'est plus une fatalité parce que, vous savez, au début, on avait vraiment peur d'ailleurs même de se faire dépister parce qu'on avait peur de trouver qu'on a quelque chose, un problème un cancer du sein et tout, parce que pour nous, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de prise en charge, c'était la mort directe. Alors que maintenant, non, on peut guérir d'emblée. Et puis, il y a tous les traitements nécessaires justement pour reprendre une vie normale. C'est une période certes difficile et tout, mais on reprend une vie normale juste après. Alors, vous avez eu une belle victoire puisque dès que vous avez donc des diagnostics, ça veut dire que la maladie va être atténuée plus rapidement, on va trouver un remède plus rapidement, etc. Là, aujourd'hui, vous êtes contente aussi puisque bientôt l'ouverture d'un nouveau centre. Vous êtes donc à la tête donc, de ce centre, n'est-ce pas, un centre qui va accueillir ces femmes atteintes de cancer, donc c'est mieux les accompagner, mieux les prendre en charge. Oui, parce que généralement, au fait, Amel, quand on parle de prise en charge des patients atteints de cancer du sein, on parle, si vous voulez, des traitements, j'allais dire standards. On parle de chirurgie, chimiothérapie, en fait, tout ce qui est traitement médical, hormonothérapie, chimiothérapie, et puis avec la problématique des rendez-vous, etc. Mais au fait, tout à fait. Mais au fait, la prise en charge d'une patiente atteinte de cancer, c'est une chaîne qui a plusieurs maillons. Au fait, il y a certains maillons j'allais dire qu'on parle rarement, vraiment, alors qu'ils ont vraiment une importance sur la prise en charge. Vous savez, toute cette thérapeutique, chirurgie, traitement médical et tout, elle engendre des séquelles psychologiques et physiques très, très importantes, et puis qui se traduisent généralement par une remise en cause de la féminité. Alors, vous voyez, et puis ça peut donner directement à une perte d'image et de confiance en soi de la patiente elle-même. Alors, vous savez, c'est important justement de l'accompagner avec des soins complémentaires pour essayer
pour essayer, si vous voulez, d'améliorer leur quotidien de vie, parce que c'est important. Et puis, toutes les séquelles d'un traitement médical, par exemple d'une chimiothérapie, il y a la fatigue. J'ai dit d'ailleurs, j'ai dit que ça remet en cause carrément la féminité. Il y a déjà l'ablation du sein, qui est un organe très important. D'ailleurs, moi, je leur dis, c'est carrément, si vous voulez, la féminité, ça représente un peu la féminité de la femme. Alors, déjà, on a l'ablation du sein, puis la perte des cheveux, les cils, les sourcils, et puis il y a des expressions cutanées, les angles qui sont fissurés, en fait, beaucoup de complications, et puis il y a la fatigue, séquelles, il y a la fatigue, les courbatures, les nausées, en fait, beaucoup de séquelles qui rendent quand même leur qualité de vie totalement différente. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous avons pensé justement à créer cet espace justement pour les accompagner. La prise en charge psychologique avec tous les soins complémentaires, un espace qui sera dédié pour tout ce qui est d'activité physique adaptée, bien sûr, pour déjà reprendre la mobilité. On voit, tout est rose en plus. Oui, bien sûr. J'espère que ça va donner un peu plus d'espoir à ces femmes qui sont fragiles, qui sont fatiguées, qui n'ont pas le moral et qui ont besoin d'être accompagnées. Récupérer la confiance en soi, c'est important pour faire face à cette maladie, pour bien vivre sans cancer, sa maladie et tout. Alors c'est important. Un espace de sport justement avec une activité physique adaptée pour reprendre déjà la mobilité de son bras. C'est très important parce qu'il y a justement des séquelles. Il faut vraiment muscler le bras pour ne pas avoir tout à fait. Surtout quand on subit, par exemple, il y a certaines femmes qui subissent par exemple ce qu'on appelle le curage axillaire. Les curages axillaires, maintenant on enlève les ganglions axillaires au niveau de... Alors ça peut engendrer des séquelles des séquelles très très dangereuses. Il y a ce qu'on appelle le syndrome du gros bras. Et ça peut être très dangereux d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous avons prévu un espace aussi pour une rééducation, ce qu'on appelle la pressothérapie justement, pour éviter la survenue de ce gros bras qui n'a pas au fait de traitement. Alors c'est important justement de le faire pour... Alors nous avons prévu un espace pour ça, un espace pour l'éducation puisque vous en parlez, on va voir la vidéo, puisque vous nous avez ramené donc, la vidéo donc, de ce centre. On va visiter avec vous, vous allez nous expliquer les différentes salles. Allez-y. أثليتي وسترو إيش كنت ظني بالزمان سيسكنني متارو أول ذي زرنا يوثكني حقران أفثم ولا غيرا يا لوني جردان أثني سوسف سسان ويبنكني حقران أفثم ولا غيرا يا لوني جردان أثني سوسف سسان أفلن تفسو يخولف مرجوجهم أثنى سلمو تغرثي فلدن Voilà, c'est un beau centre qui vous en êtes toutes fières et contentes. Oui. Alors ça, c'est une continuité parce qu'ils sont CPMC, c'est ça, et ils sont orientés directement ensuite. En fait, oui, nous allons, si vous voulez, récupérer les femmes juste après la chirurgie. Alors elles sont, si vous voulez, orientées systématiquement du centre du CPMC, de la Céno de l'oncologie. Elles sont orientées vers notre centre, justement pour leur permettre tout le complément des soins. Par exemple, tout ce qui est thérapie de groupe, prise en charge psychologique qui est très important justement pour échanger leur expérience
confiance, leur angoisse, si vous voulez, en fait, leur stress et tout, avec les autres patientes et voir que finalement, on peut en guérir, on peut surpasser. Parce que le traitement est tellement lourd et tellement difficile à vivre. Donc, les femmes sont des fois fatiguées, n'ont pas le moral. Il faut expliquer les choses. Il faut expliquer que c'est une période par laquelle les femmes doivent passer pour pouvoir s'en sortir. Voilà, expliquer les choses. Je l'avais bien dit d'ailleurs, justement, nous avons tout un espace qui est réservé pour tout ce qui est thérapie de groupe, éducation thérapeutique. Il faut expliquer justement à nos femmes qui viennent de subir justement cette ablation, comment justement vivre leur nouvelle vie, je dirais, parce que elles ont subi l'ablation du sein, des fois des curages axillaires et tout. Alors, il y a des choses qu'il faut éviter, qu'il faut faire, comment faire justement, des cancers sur la nutrition. Il y aura des nutritionnistes justement pour donner l'éducation nutritionnelle. Bien sûr, c'est très important justement. Et puis, il y a une chose, il y a un volet qui est très important et la femme, d'ailleurs, n'ose pas et ne trouve pas où poser justement des questions qui sont très importantes par rapport relatives à sa vie privée, surtout sa vie sexuelle. Vous savez, c'est important. Après un cancer du sein, on a besoin de poser plein de questions. Au fait, au niveau des consultations ordinaires, c'est impossible parce que il y a le médecin qui voit, par exemple, pratiquement la moyenne de 50 patients au jour. C'est impossible de pouvoir parler autour de... Tout à fait. Et puis, c'est un peu intime, si vous voulez, c'est un peu privé. Nous avons d'ailleurs réservé une consultation privée pour recevoir des fois même le couple, justement, pour parler d'éventuelles grossesses après un cancer du sein, l'allaitement, en fait, tout ce qui est vie privée après un cancer du sein. Il y aura vraiment un espace pour en parler avec des spécialistes, justement, tranquillement et simplement. Voilà. Alors, un espace qui a ouvert ses portes, ça y est, au fait, il sera fonctionnel le 3, Inch'Allah, juste après les élections. Juste après les élections, Inch'Allah. Et bien entendu, donc, ces femmes vont être contentes aujourd'hui d'avoir un centre. Il y aura la chimio aussi. En fait, non. Nous c'est le traitement complémentaire. Mis à part chimio, radiothérapie et chirurgie, au fait, nous allons les récupérer juste après la chirurgie et les accompagner pendant la chimiothérapie. Nous, c'est les soins complémentaires à la chimiothérapie. C'est les soins complémentaires à toute cette panoplie. Alors, les médecins sont contents aussi de voir un centre pareil qui vous accompagne, qui sera avec vous. Bien sûr, parce que d'ailleurs, ils vont même eux pouvoir travailler tranquillement avec des patients qui sont là, qui sont, si vous voulez, plus ou moins plus fortes moralement, bien préparées physiquement et tout, et certainement elles vont répondre encore d'une façon meilleure à leur traitement. Bien sûr, en tout cas, bravo à vous et puis bonne chance pour ce que vous faites quotidiennement. En tout cas, rappelez un petit peu les activités que vous avez donc menées ce mois d'octobre. On résume un petit peu. Oui, on était amené à adapter nos actions pour ce mois d'octobre qui est un peu exceptionnel à cause de la pandémie Covid, mais quand même on s'était centré beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais c'était vraiment une réussite parce qu'il y avait une interactivité très, très, très importante. Nous avons réalisé plusieurs spots, des capsules d'information, par exemple le Covid et cancer du sein, parce qu'il y avait des inquiétudes par rapport à la conduite à tenir par rapport à cette pandémie, des femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Alors nous avons réalisé 30 capsules, questions-réponses, sur toutes les questions fréquentes et importantes qui reviennent à chaque fois pour les rassurer et leur expliquer comment faire et tout. Et puis voilà, des journées de sensibilisation avec nos partenaires aussi. Parfait. Voilà, et ça en tout cas, bravo à vous. C'était pour rendre hommage à tout le travail des associations et les médecins, bien sûr, qui ont travaillé pour cette opération. Je voudrais juste ajouter une chose, que cette année, on a vu quand même une implication encore plus importante, même pratiquement de tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous l'avez dit, qu'il y avait l'illumination d'édifices importants. Oui, en par rose, exemple, la Grande Poste, pendant tout le mois, la Grande Poste, il y avait Maqam Shahid, il y avait le Centre Pierre et Marie Curie. Oui, c'est une chose extraordinaire, vraiment. C'est encore un pas géant en avant. Voilà, encore une fois, pour rappeler le travail énorme de communication qui a été fait par, bien sûr, les différentes associations, vous notamment, à travers l'association L'Amel. Merci beaucoup, Madame Hamida Keita. Très bonne journée. Voilà, à très bientôt et bon courage pour ce que vous faites. Vous vous battez avec d'autres personnes quotidiennement. Merci. C'est moi. Voilà. On continue. Je vous invite à apprécier cette belle voix. Souad Asla, on se retrouve juste après. برمالها وجبالها ومطرها وشفافها بعجاجها وهوالها وناسها الحرة من خالها وتمرها
وجمالها وزريبتها الموتودة بعجاجها وهوالها وناسها الحرة. سيدي بن بوزيان أنا حبي وراس مالي، سيدي بن بوزيان أنا حبي وراس مالي. هادوك هما أصحاب النية، هادوك هما أصحاب العفية، أصحاب الفضل يجيهم المحرومة والداني لا طمع على خوف ما يغيروا. أنا يا ملفاني واللي قصدهم ياك هو ديما هاني يا 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 صحراوية. من تغيت لبني عباس للصحراء خيار الناس، من تغيت لبني عباس للصحراء خيار الناس يا 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 صحراوية. وقصايدها الحرة بديوانها وغيوانها وشطحتها المركوزة بنادرها وقنابرها. وقصايدها الحرة بديوانها وغيوانها وشطحتها المركوزة بسنيتها وكيسانها ونعنعها وشيبتها، بسنيتها وكيسانها ونعنعها وشيبتها. صحراوية صحراوية صحراوية. محمد البشير سيد القلوب المدني، سيدي بن بوزيان، سيدي بن بوزيان حبيبي 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 وراس مالي. De retour sur notre plateau, nous allons continuer à parler santé et pour donc donner quelques conseils à toutes les personnes qui ont de l'arthrite. Qu'est-ce que l'arthrite? Nous allons en savoir un peu plus avec professeur Aïcha Ladjous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Je vous remercie pour l'invitation. C'est le mec. Alors, vous êtes professeur en rhumatologie? Je suis professeur de rhumatologie et je suis présidente de la Ligue algérienne anti-rhumatismale. Voilà. Alors, vous en voyez des patients. C'est une maladie, on va parler de l'arthrite parce que c'est une pathologie qui est donc, c'est la journée mondiale, c'était le 12 octobre, c'est cela? On la célèbre partout à travers le monde. C'est vrai que c'est assez handicapant pour les personnes? C'est une polyarthrite parce que l'arthrite rhumatoïde, elle se caractérise par une atteinte polyarticulaire. Il y a plusieurs articulations qui sont atteintes, surtout les mains, les pieds. Toutes les articulations vont être concernées par cette inflammation. C'est une maladie auto-immune et c'est une maladie à localisation articulaire, mais elle peut donner aussi des localisations systémiques. Elle peut toucher le cœur, le poumon, le rein. Donc c'est une maladie systémique qui est... bon, avant, elle était vraiment très grave parce qu'il n'y avait aucun traitement. Mais actuellement, il y a beaucoup de traitements innovants. Qui sont chers, mais qui existent en Algérie. Qui sont localisés aussi. Les arthrites, oui. En général, elles touchent les mains, les doigts, les poignets, les coudes, les épaules. Il n'y a aucune articulation qui est épargnée. Alors, à la différence, par exemple, d'une arthrose, ça serait comment est-ce que le diagnostic peut être posé? Oui, non, parce que l'arthrose, déjà, elle touche en général les personnes plus âgées. D'accord. Elle peut toucher des personnes à partir de 40 ans, mais en général, c'est après 40, 50 ans. Et la polyarthrite rhumatoïde, elle touche les jeunes. Elle peut commencer dès l'enfance. Ah, d'accord. Ah oui, et puis le maximum, c'est entre 20, 35, 40 ans, le début.
Mais elle concerne tous les âges. Elle peut concerner aussi les personnes âgées. Elle peut commencer aussi chez les personnes âgées. D'accord. Et vous dites que c'est une maladie auto-immune. Oui. Donc c'est comme un peu les autres maladies. Donc, le lupus. Voilà, le lupus. Voilà, la sclérodermie, tout. C'est-à-dire que la personne fabrique des anticorps contre elle-même. C'est des auto-anticorps qui sont fabriqués dans la polyarthrite rhumatoïde et ce sont eux qui sont responsables de l'inflammation. Parce que c'est l'inflammation qui est responsable des gonflements, des douleurs et bien sûr des manifestations systémiques si la maladie n'est pas prise tôt. Parce qu'actuellement, quand on débute un traitement vers le début, il y a beaucoup de chances pour que les malades ne guérissent pas. Mais ils ont une rémission assez importante pour que les doigts ne se déforment pas. D'accord. Alors vous dites que ça touche tous les âges. Hein. Oui. Ça touche tous les âges, mais en général, on voit que les personnes âgées à un certain âge ont de l'arthrite. Et on voit les déformations au niveau donc, de leur... C'est pas pareil? Non, ça c'est l'arthrose des doigts, effectivement, qui pose d'énormes problèmes. De diagnostic? Non, diagnostic, ça se voit. Parce que l'arthrose, ça déforme. Ça peut donner des poussées inflammatoires au niveau des doigts, etc. Ça donne des douleurs atroces, des douleurs vraiment terribles. Il y a des déformations aussi? Bien sûr, il y a les déformations au niveau des interphalangiennes distales surtout. C'est-à-dire à côté de l'ongle. Et celle-là, mais jamais ça. D'accord. Et en général, pas ici, mais là, au niveau par exemple, au niveau du pouce, c'est au niveau du pouce. L'articulation trapézo-métacarpienne et ça peut déformer les pouces, etc. Alors, est-ce que c'est aussi en rapport avec les maladies professionnelles? Est-ce que ça pousse la personne aussi à... Non. Non? Non, la maladie professionnelle, c'est uniquement l'arthrose des coudes. Parce que les marteaux-piqueurs, les travailleurs, les maçons et tout ça qui utilisent... Ça ne va pas accentuer, par exemple, le mal quand on a une polyarthrite, par exemple, et on fait un métier qui demande énormément la manipulation des mains, des articulations? La maladie, par exemple, chez les personnes qui utilisent beaucoup les micro-ordinateurs, les claviers et tout ça, bon, ils développent des maladies, ce qu'on appelle musculo-squelettiques liées au travail. Ils ont des cervicalgies, ils peuvent avoir des douleurs, mais c'est-à-dire que la polyarthrite elle-même, elle va gêner ces personnes à effectuer leur travail. D'accord. Donc le travail est beaucoup gêné par cette maladie. Alors, si on devait donc parler donc, des diagnostics apparents, comment doit-on être alerté, surtout pour les jeunes enfants, par exemple, qui pourraient contracter cette pathologie? Ben oui, c'est la douleur qui est la première. D'accord. Parce que la douleur, c'est une douleur continue. D'accord. Et elle est très inflammatoire, c'est-à-dire le soir, quand on a de l'arthrose par exemple, en général quand on dort, c'est fini, on ne ressent plus la douleur. Alors que les arthrites, c'est la deuxième moitié de la nuit, c'est à l'aurore et tout ça, que les malades se lèvent, ils sont obligés de se lever parce qu'ils ont des douleurs. Bien sûr, avec les... Et on n'arrive pas à ouvrir les mains, c'est ça mais maintenant avec les traitements, les corticoïdes, etc., donc ils arrivent à bouger, etc. Il y a des déformations qui sont irréversibles. Mais chez les enfants, c'est très difficile de diagnostiquer. Ils n'ont pas cette perception de la douleur? Si, quand même. Ah oui, les enfants sentent et ils vous disent, ils ont mal et puis ça gonfle. Au niveau des genoux, par exemple, vous allez voir des gros genoux. Les genoux enflent et il y a du liquide dedans. C'est ça. C'est ça la difficulté. Ah oui, il y a l'inflammation et puis après, quand on voit un enfant qui souffre, parce que les enfants ne mentent pas. C'est vrai. Ils ne simulent pas. S'ils ont quelque chose, ils vont aller et ils se plaignent et ils vous montrent le siège exact de la douleur. Oui. C'est pas comme les personnes, bon, parfois, il y a des personnes, vous ne saisissez pas exactement. Bon, parfois, certains sont pris pour des psychopathes et tout ça, alors que ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui souffrent. Qui souffrent, oui. Parce que parfois, dans la polyarthrite, on peut avoir des douleurs sans gonflement. Voilà. Et là, ça pose d'énormes problèmes parce que les gens, les médecins ne les croient pas. Alors, il faut faire un bilan. Une personne qui se plaint tout le temps, il faut faire un bilan. Et le bilan va montrer l'inflammation par des examens simples. Et puis après, là, on va retrouver des anticorps?
D'abord, on fait un examen simple pour voir le syndrome inflammatoire, c'est-à-dire des examens simples comme la vitesse de sédimentation, la CRP, etc. On va trouver qu'il y a une inflammation. Et après, pour certifier qu'il s'agit d'une polyarthrite rhumatoïde et non pas d'un lupus, par exemple, etc., il y a des anticorps spécifiques. Il y a ce qu'on appelle le facteur rhumatoïde qui est présent. Les anti-CCP, ce sont des marqueurs très précoces. Ce sont des marqueurs qui peuvent exister des années avant l'installation de la maladie. Très bien. Donc, chaque fois qu'il y a des douleurs articulaires, presque permanentes, continues et tout ça, il faut les demander très vite. Très bien. Alors, est-ce que c'est une maladie évolutive ou avec les traitements, on arrive à stagner un petit peu ce mal? Avant, on l'appelait polyarthrite chronique évolutive. Parce qu'effectivement, c'est une maladie qui ne s'arrête pas. Parce qu'en général, l'inflammation... Comme les maladies auto-immunes en général. C'est ça. L'inflammation, c'est que quand vous vous blessez, par exemple, vous avez une ouverture, une plaie. Donc ensuite, vous voyez qu'il y a l'inflammation tout autour. Il y a la rougeur et tout ça. C'est parce qu'il y a... Voilà, il y a la guérison qui se fait parce qu'il y a les lymphocytes qui accourent et ils vont cerner la plaie et tout ça pour qu'elle ne s'étende pas, pour qu'il n'y ait pas d'infection. Mais dans la polyarthrite, cette inflammation, elle va perdurer. Donc elle va rester longtemps. Et cette inflammation, maintenant, bien sûr, il y a les corticoïdes qui soulagent, mais il y a les médicaments, actuellement, les biothérapies et tout ça, qui font des merveilles. Et plus on les donne tôt, et mieux c'est. Voilà. Donc c'est le traitement qui est nécessaire pour la polyarthrite aujourd'hui? Oui, il y a des traitements, on ne dit pas miracles, mais ce sont des traitements qui transforment la vie des patients. Et la médecine alternative, est-ce qu'aujourd'hui elle est conseillée dans ce domaine? Non. Non, ça donne très peu. Bon, on leur conseille une bonne nutrition, etc. Aujourd'hui, on parle d'apithérapie. Est-ce que c'est... non, ça ne donne pas encore autant de résultats? Non, il faut que les personnes continuent à avoir une activité. D'ailleurs, il ne faut pas que les sujets soient placés en invalidité totale. Parce que notre but, nous, en tant que médecins, c'est que quand on voit la polyarthrite qui intervient chez un sujet jeune, que ce soit femme ou homme, c'est plus fréquent chez les femmes, et notre rôle, c'est de le remettre sur pied et reprendre son travail. Donc faire du sport, continuer sa vie active. Absolument. Tout à fait il faut qu'il normalement. continue à avoir une activité manuelle, une activité physique, etc. Et parce que sinon, c'est l'ennui, c'est la déprime. C'est quand même handicapant de se lever tous les jours avec des douleurs, de ne pas pouvoir ouvrir, pouvoir peut-être ouvrir un bocal parce qu'on a mal. Voilà. Même manger, ouvrir une porte, etc. D'ailleurs, il y a eu des outils confectionnés justement pour ces patients, pour qu'ils puissent ouvrir une porte, ouvrir un bocal, ouvrir une bouteille d'eau, etc. Faire de la rééducation. La rééducation fonctionnelle. C'est très important. Malheureusement, en Algérie, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas suffisamment de centres. Parce qu'en principe, dans chaque quartier, on doit avoir un centre de rééducation, une petite unité de... Parce qu'avec au moins un kinésithérapeute qui fait l'ergothérapie, etc., qui leur apprend comment utiliser leurs mains, comment s'asseoir, comment se lever, parce que les articulations... Réapprendre de nouveaux gestes. Absolument. Voilà. Ce qui va être bien et ce qui ne va pas être bien, parce que là, les douleurs sont constantes et si on écoute la douleur, on ne fait rien. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle il faut soulager pour justement que ces patients puissent avoir une activité. Et c'est pour ça que la place de l'éducation thérapeutique est très importante. Il faut qu'il y ait de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire les médecins, avec les infirmières, etc., par exemple au niveau des centres hospitalo-universitaires ou des centres hospitaliers, etc., tous les services doivent disposer d'une unité d'éducation thérapeutique. C'est important. C'est important. Voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère qu'avec votre présence ce matin, beaucoup auront posé un diagnostic sur leur mal. Peut-être qu'ils ne le savaient pas. Aujourd'hui, grâce à vous, vous avez un petit peu plus éclairé autour de la polyarthrite. C'est une maladie auto-immune qu'il faut absolument soigner parce que ça peut aussi s'aggraver. Ça peut s'aggraver et être très handicapante. Voilà. Un dernier mot, peut-être, allez-y.
Eh ben, il faut consulter tôt. Il faut que les médecins généralistes participent parce que c'est tout un maillon. Il faut le médecin généraliste est un maillon très important pour orienter rapidement le patient vers le rhumatologue parce que c'est le rhumatologue qui fait le diagnostic et c'est le rhumatologue qui doit traiter. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venu nous en parler avec autant de détails. Je rappelle, professeur Aïcha Ladjouz, vous êtes donc professeur en rhumatologie. Rezig, voilà. Et vous êtes la maman de notre ami et chroniqueur Tarek Ladjouz qui faisait la rubrique vétérinaire, donc nos amis les bêtes. Merci beaucoup, on l'embrasse s'il nous regarde. J'espère en tout cas qu'il va vous suivre ce matin, qu'il vous a suivi ce matin. Voilà. Je vous remercie. Je remercie Canal Algérie d'avoir accordé de l'importance à ces patients parce qu'ils sont très sensibles. Important. Voilà, merci. Restez avec nous. On va suivre tout de suite cette petite balade à travers donc Alger, à travers donc cette boucle. On se retrouve juste après avec nos autres invités. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, nous allons parler d'éducation nationale et surtout comment est-ce que les enfants ont pris en marche, bien sûr, cette rentrée scolaire avec le programme de cette rentrée scolaire. Avec nous, Fella Abraz pour la rubrique pédagogie. Bonjour Fella. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, merci. Vous nous avez manqué la semaine dernière sur le plateau. Vous étiez en direct avec nous. En direct, vous avez fait la rentrée donc, de ces enfants. C'était important donc, de pouvoir souligner cette rentrée si particulière. Et la semaine prochaine, on aura la prochaine rentrée des lycéens et puis ceux des le collégiens. 4 novembre. Le 4 novembre prochain, ce sera un mercredi, on aura rendez-vous dans un établissement scolaire. Aujourd'hui, alors on va s'intéresser à comme vous l'avez bien précisé, aux classes des cours primaires, première année primaire. Mais d'abord, avant d'en parler, je précise que les cours ont été réduits à 45 minutes pour les tout petits, ceux qui sont dans les écoles primaires. Aussi, alors les systèmes de double vacation et sans vacation, ils varient les horaires d'école en fait quand ils changent de chaque école, c'est-à-dire si c'est une école de double vacation, les élèves en cours juste la matinée et le lendemain l'après-midi, durant les 6 jours de la semaine et pas les 5 jours. Et puis ceux qui sont dans une école avec une vacation simple, ces élèves-là, ils ont cours de 8h du matin jusqu'à 11h15 et l'après-midi de 13h jusqu'à 15h30 et le lendemain ils n'ont pas cours, c'est-à-dire ils ont cours 2 jours par semaine, l'autre semaine ils alternent, ils ont 3 jours de semaine parce qu'ils sont déjà partagés en sous-groupes. Ça, on l'avait bien déjà expliqué. Des sous-groupes qui varient de 15 jusqu'à 20, pas plus. En général, ils sont à 15, à 12, 15, 13, 16. Les classes ne sont plus chargées. Elles ne sont plus. Et c'est une bénédiction pour les enseignantes. Hein. En général, c'est des femmes. Pour les maîtresses d'école et maîtres d'école, parce que il y a moins de bruit. Moins de bruit. Le cours est bien donné, bien présenté et les enfants sont bien pris en charge. Voilà. Et on arrive à voir chaque enfant en particulier, s'il y a des lacunes, s'il y a donc des enfants qui n'ont pas bien compris, ça va plus facilement, on va dire. Effectivement. On va prendre ce côté positif donc de la chose. C'est une bénédiction, on va le dire. En fait, alors j'avais précisé, le cours est de 45 minutes, il n'est plus de
d'une heure de temps. D'accord. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui aux cours de première année scolaire. Alors, les cours de première année scolaire, ils ont 7 matières. Les matières, c'est la langue arabe, les maths, sciences, l'éducation islamique, la récitation, l'éducation civique, et les activités sportives et artistiques. Maintenant, on va s'intéresser à la langue arabe. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre les petits-enfants? Sachez qu'il y a un petit personnage. Avant, quand on était jeune, c'était Zina et Malik, si vous vous rappelez, bien sûr. Dans notre temps. Maintenant, ça a changé. C'est un petit Ahmed qui a 6 ans et les cours commencent comme ça en arabe, c'est-à-dire un petit garçon qui s'appelle Ahmed qui va se présenter, il a 6 ans, il part à l'école, c'est la première année pour lui, il découvre ce que c'est l'école et puis à chaque fois il va se présenter d'abord et les enfants vont apprendre. Alors, Ahmed, qui il est exactement, son âge, son environnement direct, c'est-à-dire ses parents, il a un papa, une maman, un frère, une petite sœur. Et après, par la suite, l'enfant apprendra à chaque étape les éléments, c'est-à-dire ce qu'il y a dans sa maison, son papa, sa maman, comme on appelle Urti, Akhi, voilà, en arabe. Et puis, il apprendra également les lettres en arabe. C'est pour ça qu'il y a petit Ahmed. On va le retrouver pratiquement dans toutes les matières, mais partout. Ahmed est à l'école la première fois, il est à la maison, après avec sa grande famille, c'est-à-dire son papy, sa mamie, sa grand-mère et son grand-père, ses oncles, et par la suite, Ahmed, on va le retrouver à l'école avec sa maîtresse d'école, avec ses camarades, il va découvrir ce qu'il y a dans la classe. Voilà. Et chaque fois, un nouveau thème. Chaque fois un nouveau thème, mais le fil conducteur, c'est toujours Ahmed. À travers lui, on apprend et les lettres et les mots et à construire des mots. Ça, c'est pour la langue arabe. Maintenant, pour les mathématiques pour les premières années scolaires. D'abord, avant de commencer de faire les chiffres, d'apprendre les chiffres, ils vont commencer à faire des formes géométriques. J'ai demandé pour quelle raison? C'est pour que le petit enfant qui n'a pas fait, parce que c'est pas tout le monde qui a fait le préscolaire, ils vont commencer à apprendre à manier le stylo ou le crayon. L'idéal, c'est d'écrire avec un crayon. Amine. Manier le crayon, dessiner des traits, des pointillés, des cercles, des ronds, des triangles. Ça, c'est pour pouvoir écrire les chiffres et aussi également les lettres. Parce que tout est à base de Bien sûr, de pouvoir prendre le stylo, ça paraît simple comme ça paraît évident pour beaucoup de parents, mais il y a des enfants qui ont des difficultés à prendre un stylo, à pouvoir écrire correctement sur une ligne, etc. Pour cela, je rappelle la première fois qu'on avait parlé dans la rubrique pédagogique, il fallait que les enfants apprennent à manier le stylo dès l'âge de 3 ans. Dès qu'ils commence à tenir très bien un stylo ou un crayon, il devrait avoir un stylo ou un crayon. L'idéal que ce soit un crayon pas très bien taillé pour ne pas se blesser, et d'écrire griffonner, faire des gris sur des feuilles et colorier. Ça, c'est très important. Alors maintenant, à l'école première année primaire, ils vont faire les maths, apprendre les chiffres de 1 à 5, après de 5 à 10, après former des groupes, mais tout ça à base de quoi? On le redit ce qu'on avait dit auparavant, à partir de choses qui sont dans son environnement. On part toujours du concret, c'est-à-dire compter, il y a 5 fleurs, 5 petits oursons, ce qu'il y a en classe, et puis les livres scolaires, quand vous allez le voir. On est en train de voir d'ailleurs. Voilà, c'est à base de tout ce qu'il y a autour de lui. L'enfant va assimiler beaucoup mieux les choses. Par la suite, si on part à la science, en fait, quand les cours s'articulent autour des 5 sens qu'on a, les 5 sens, l'odorat, l'ouïe, en tout cas la vue, le toucher, et l'enfant va apprendre à connaître mieux son corps, son anatomie, et par la suite, il y a des mots essentiels, clés, comme devant, derrière, après, sur, sous. Ça, il va apprendre dans les cours de sciences. Par ailleurs, dans l'éducation islamique, c'est l'obéissance, c'est le respect, c'est les petites sourates, sourate Nas, sourate Ikhlas, sourate Al-Falaq. Ils vont comprendre ce que c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est pour les cours des cours islamiques, l'éducation islamique, durant toute l'année, en fait, scolaire. Et puis, il y a l'éducation civique, c'est le respect de l'environnement, le respect d'autrui, le respect, l'hygiène. C'est ça, et emmagasiner un maximum de mots. C'est important aussi. Le plus important, c'est emmagasiner des mots, répéter et parler. Et puis, l'enfant aura tout le temps de s'expliquer et de prononcer, de parler et de discuter en cours. Voilà, c'est pour les 5 cours, les 7 matières, les 5 matières essentielles. Il y a également, en parallèle, je l'avais dit, l'éducation artistique, le dessin et puis sportive. Maintenant, pour l'enseignement à distance, sachez, Amel, que, comme vous le savez, depuis le 5 avril dernier, le ministère de l'Éducation nationale avait lancé 5 chaînes YouTube sur une plateforme via l'Internet. L'essentiel, c'est d'avoir une très bonne connexion Internet pour pouvoir suivre ces cours en ligne. Pour les cycles, en fait, primaire, secondaire et moyen.
Mais au-delà des cinq chaînes YouTube, sur YouTube, sachez que la discussion, en fait, quand toute personne qui voudrait se connecter et suivre les cours en ligne, il y a pas mal de moyens, des applications qui permettent actuellement de rassembler jusqu'à 100 utilisateurs par cours. Nous avons le Skype, par exemple, il y a le Zoom, il y a le Just Call, il y a WhatsApp, par exemple, il y a le Viber. C'est-à-dire que maintenant, les élèves, puisqu'ils ont des jours, ils n'ont pas cours tout le temps, ils pourraient être à la maison, suivre des cours en ligne. Vous avez déjà reçu le Bonjour d'Algérie. Le Bonjour d'Algérie avait déjà reçu, je me rappelle très bien, des invités. C'était la chaîne Edjiel qui lance des cours sur Internet. Et ils ont la possibilité de suivre un cours et par la suite de contacter le professeur, l'enseignant sur Skype ou sur une autre méthode, parce qu'il y en a plusieurs maintenant. Je rappelle, il y a le WhatsApp, il y a le Zoom, il y a le Just Call, il y a le Messenger, il y a le Viber. Et ils pourraient poser leurs questions s'ils n'ont pas compris. Et puis, l'enseignant pourrait rassembler dans un même salon jusqu'à 100 utilisateurs. Et ça, c'est très important de le dire. C'est énorme et c'est très important de le dire parce que maintenant, les élèves, ils n'ont pas cours là, toute la semaine, on l'avait bien expliqué, ils ont 2 jours à 3 jours, ils alternent. L'idéal, c'est de suivre les cours. Et ça, à l'école, bien sûr, c'est bien. À la maison, faire un complément. Et faire un complément. Ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il y a une proposition du ministère de l'Éducation nationale à ce qu'il y ait, en plus de leurs professeurs d'école, qui ne pourront pas répondre à leurs questions, puisque le lendemain, s'ils ne sont pas à l'école, ils prennent en charge l'autre sous-groupe. L'idéal, c'est-à-dire qu'il y ait des professeurs à l'école qui vont répondre, qui vont se connecter systématiquement et répondre aux questions des petits et permettre un enseignement à distance, mais grâce, bien sûr, à une très bonne connexion Internet. Voilà. Et c'est important aussi, bon, c'est vrai que chaque enseignant aura sa propre méthode. Là, encore une fois, ça va peut-être poser problème. L'idéal, ce serait que ça soit donc les professeurs donc de l'école qui répondent. Voilà. Mais sinon, bon, quand ça reste des petits, c'est bien, c'est plus facile. On verra après pour les lycéens et les collégiens. Voilà, on verra après pour les lycéens. Donc la semaine prochaine, vous allez nous parler donc de la rentrée de ces plus grands, ces élèves un peu plus grands du CEM et du lycée. Donc on sera avec vous en direct. Inch'Allah. Voilà, on a revisité avec vous donc le programme donc de cette rentrée des petits. On leur souhaite encore une fois bonne chance. Et puis ça a été aussi un cours particulier, comment se laver les mains, etc. Ça a été donné pour le premier cours aussi, qui était très apprécié par les enfants. Aujourd'hui, ils pourront aussi nous expliquer comment vivre avec ce Covid, la Covid-19, comment se laver les mains, les gels, l'utilisation. Et la distance. Bien sûr, et la distanciation sociale, comment porter son masque. Ça, c'est très important d'expliquer ça aux enfants pour qu'ils comprennent aujourd'hui pourquoi ils sont là, pourquoi ils portent leur masque, etc. Voilà, plein de belles choses en tout cas à dire pour ces enseignantes. On leur dit bonne chance, bon courage pour cette année scolaire. Inch'Allah, on l'espère pour tous, Inch'Allah. Voilà, un dernier mot. Merci Amel, on se verra la semaine prochaine pour la rentrée des collégiens et lycéens. Merci beaucoup à vous. Eh bien, on continue notre programme. On va voir tout de suite un reportage signé Yazid Ait Mahidine qui est parti voir la cérémonie de remise de prix. Ça a été donc organisé avec à Alger en présence donc du secrétaire général du ministère de la Poste, l'ambassadeur de Chine d'Alger, le prix Huawei, et oui, IC1 compétition à l'honneur donc des travaux des brillants étudiants de l'université de Babzoua, l'université de Saïda, pour une véritable opportunité pour le transfert de technologie. Ça a été donc une belle journée donc de récompense et on va voir tout de suite le reportage. On se retrouve juste après. Après des éditions dédiées au Big Data et à l'intelligence artificielle, Algérie Huawei ICT Competition a honoré les lauréats du concours 2020, gratifiant l'excellence et le mérite des étudiants engagés dans la belle aventure du monde du cloud et du networking. Depuis 2016, Huawei a introduit les 3 projets classiques pour les formations, pour le transfert de compétences TC à la jeunesse, qui sont plus précisés. Premièrement, Huawei ICT Academy, c'est une formation non lucrative en partenariat avec une dizaine d'universités algériennes. Huawei ICT Competition, c'est pour les étudiants qui sont excellents dans leur métier en tant qu'ingénieurs futurs pour se présenter les performances au niveau régional, au mondial, qui est Huawei Seeds for the Future. Chaque année, on envoie 10 étudiants algériens pour la formation de Chine pendant quelques semaines pour découvrir une nouvelle tendance dans le point de technologie dans le siège social de Huawei en Chine. 2019, l'intelligence artificielle. 5770 Algériens issus des meilleurs pôles d'excellence
et des autres secteurs high-tech ont bénéficié d'un séjour de training en Chine, et ce au terme d'un programme ambitieux piloté par le grand géant chinois des TIC. On a tout d'abord commencé par un examen sur une plateforme de Huawei. L'examen a inclus, les participants ont été environ 3000 ici en Algérie. 10 équipes de 10 différentes universités ont été qualifiées, dont nous, deux étudiants de l'Université de sciences et technologies Houari Boumediene et un troisième de l'Université de Saïda. Nous sommes qualifiés pour le niveau régional où nous avons participé face à 7 pays africains. Nous sommes classés deuxième. دير في لافوا باسي في العام اللي فات كانوا هما كلاسي لا بريمير بلاس سما حنا فانا حابين نديرو كيف يسمى نكلاسو بريمير كيما هما. Pandémie oblige, la formation en question investira les outils de la sphère digitale et diffusera des contenus par le biais d'une visioconférence. Huawei ICT Academy, Seed for the Future, continue à se connecter à un futur glorieux. De retour sur le plateau, bravo à tous ces lauréats et puis bonne chance parce qu'ils sont là, ils nous donnent envie de toucher à toutes ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. En tout cas, bravo à eux et pour cette transition en tout cas des nouvelles technologies. Eh bien, nous allons parler de voyage à présent et surtout de randonnée, de sorties, de belles découvertes avec un groupe qui a été créé il y a tout juste une année et déjà ils ont plein d'idées. Avec nous Hicham Kab, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil. Alors, ça fait une année que vous avez donc créé votre groupe sur Internet. Ouais. Ça fait une année qu'on a créé le groupe Hadaya. L'idée de découvrir l'Algérie. Parce que Dzaïr فيها بزاف بلايص ماشي معروفين. Exactement. عندنا بلادنا بزاف شابه. دونك كاين عباد يقول لك الحق الصيف نروح لتونس. مي كاين هنا في الجزائر plein d'endroits mais ما نعرفهمش. Alors vous étiez dans la comptabilité, vous avez fait des études de comptabilité, vous avez été aussi athlète dans le domaine du cyclisme. Vous avez 6 ans dans le 6 ans dans l'équipe nationale. L'équipe nationale. Ça vous a permis de voir du pays, de sortir en vélo. J'ai voyagé pas mal de pays et في الجزائر في بلادنا كاين بزاف دي زوندروا اللي شابين وين لي زيترونجي كي يجوا لهنايا شغل يقعدوا شوكي فيهم. باغ اكزومبل عندك ساكري كور برك تسمى حنا اللي نشوفوها نورمال في وهران طلعوا لتماك لي كاميرا يفيلميو البيزاج هذاك اي تو. خرجت انا دي بليزيور بيي رحت شفت. On a presque les panoramas. Les panoramas, voilà. On a presque nous, de plus, c'est qu'on a la mer, le sud, voilà. Les montagnes, tout ça, et les plaines. Voilà, exactement. Donc, بلادنا شابة ولازم نستغلوها. راكم تخدموا justement pour la faire connaître. Alors, vous travaillez dans ce groupe que vous avez appelé Take a Trip. Donc, en arabe, c'est beau. C'est قم برحلة. Voilà. Et voyager, donner envie à beaucoup de personnes de faire partie de votre groupe. Vous travaillez avec une agence de voyage. Une agence de voyage, c'est Mars Tour, située à Louiba. Bon, علينا l'organisation, le groupe تاعنا علينا l'organisation, les contacts, les guides et tout. Et l'agence donne l'assurance des voyageurs. C'est le plus important. Et l'autorisation باش نديبلاسيو من ولايه لولايه. Alors, vous avez fait un petit peu plusieurs circuits. Et là, vous vous êtes arrêté à Brizina. À Brizina, oui. Brizina, c'est un endroit magnifique. في les paysages تاعها القصبه تاعها كاين بزاف يقول لك. C'est le Bayet. Elle est située à 85 km على البيض. C'est la daïra de Brizina. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi cette partie donc, de l'Algérie cette fois-ci? On a choisi pour changer un peu parce que chaque année c'est soit Gardaya, soit Territ Bnei Abbas, soit Timimoun. On voulait changer les idées باش نديروا بريزينا جديده هذه parce que où la région est riche aussi hein. Elle est plein de belles découvertes archéologiques.
Alors, pourquoi avoir choisi donc cette région particulière? Parce que on voulait découvrir العادات والتقاليد تاعهم باسكو وين تروحي كاين عادات وتقاليد كيما تيميمون عندهم عادات في تاغيت عندهم عادات في بريزينا عندهم عادات c'est ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'ouverture de la saison saharienne, ça y est, ça a débuté et c'est vrai que c'est pas un engouement comme les années précédentes, mais le Covid, donc les gens ont un petit peu plus peur de sortir, même dans l'intérieur du pays. Déjà, même le bus, je complète. Par exemple, un bus de. Vous êtes combien en général? Pour le moment, on est 18. D'accord. Au lieu de 20, parce que le bus il porte 40 personnes. D'accord. Donc, on a dit la moitié pour séparer à le Covid-19. La distanciation physique, c'est très important. Alors, comment s'organise le voyage quand vous allez vers l'agence ou bien on s'inscrit dans votre club? J'ai un lien Facebook. Oui. Où les participants يشوفوا la publication, après ils s'inscrivent le site لتحتها. Ils ont inscrit. Après, on a toute une liste. Je les envoie l'agence de voyage. La liste هذيك تروح يعاود يخدمها هو. يدير l'assurance les participants هذوك. Très bien. Après, et on est prêt pour le départ. Bien sûr. Alors, le départ, c'est toujours le matin très tôt? Non, le départ, c'est le soir? Demain soir, voilà. D'accord. Demain soir, à 20h, Ruisseau. Ruisseau, départ, on prend le départ de nuit, donc? Le départ de nuit pour bien profiter le jeudi, parce que nous allons la nuit. Mais je ne me la journée, le jeudi. Très bien. Et en même temps, il n'y a pas trop d'embouteillage. Et préparer la soirée, le Mouloud. باش يكون عندنا الوقت باش نبريباريو باسكو فيها مشوي فيها كبش فيها c'est un beau voyage en tout cas qui se profile. Alors Dubtena aussi une vidéo, on va voir une vidéo donc de cette partie donc du voyage, on y va à travers donc ces images. Voilà, c'est donc une très belle série donc de photographies. L'Hamla, c'est ça? Vous partez, ça y est, Raihin, avec bien entendu accompagné en musique par Camille Saint-Saëns, donc célèbre compositeur. Et c'était donc la suite, c'est ça la partition musicale que vous avez choisie. Et puis on voit que les panoramas sont nombreux. Chabin bzef, les photos comme les khiditohom. Bon, on a toujours spécialement les photos. Pour la photo, d'accord. Alors on voit qu'il y avait le bivouac, il y avait aussi... Comment est-ce que vous logez vos participants? Nos participants, c'est dans la nature. باش نخرجوا شويه من لا روتين تاع les hôtels, الدار, le confort et tout. Donc لازم ندخلوا في شويه في السوفاج. Oui. Voilà. Donc vous avez en majorité des jeunes peut-être ou même les personnes de certain âge? Des jeunes, des familles, plein de catégories. Le bivouac. Le bivouac, oui. Voilà.
Voilà, en pleine nature. En pleine nature, dans les tentes. Les ما عندوش par exemple des participants ما فين يجوا. اللي ما عندهمش نسلفوا لهم دي طونت باسكو توجور لازم يكون ريزيرف باش ما يباتوش في الخلا هكذا. وي بيان سور. والبرد ودوكا. بيان سور البرد سورتو الصحراء. سورتو الصحراء. il fait froid le sol. وي برد. دونك حنا نمدوا لهم اللي ما عندوش نمدوا لهم نسلفوا لهم دي طونت. Et on passera notre bivouac. Voilà, et puis bien sûr, le feu de bois aussi, naturel. Exactement, c'est le plus essentiel في الكون كاع يتك, c'est le feu. Parce que اللي غير نلحقوا سي نبداو on se divise pas des groupes هكذايا. Chacun qu'est-ce qu'il fait? Chacun, non, نروحوا la première des choses نروحوا نجيبوا الحطب. باسكو لا نوي طويله لازمنا تسمى الحطب بزاف. اكزاكتومون. اي حبيت نمد ميساج ما يقطعوش الحطب شجر اللي هي خضوره. فوالا faut faire attention. باسكو سي تروح لا ناتور كاع هكذاك. اكزاكتومون سي باسكو توجور نلحقوا نصيبوا دي جروب يقطعوا في الشجره حيه يقطعوا فيها. اون بليس دو سا كاين بزاف الحطب اللي يابس ناشف. سي ميو سي انكور ميو يشعل تمتم و سي بلو براتيك. فوالا ماشي كيما تقطع شجره جديده راك نحيت لها حياتها. En tout cas, c'est une belle région que vous offrez à découvrir à tous ceux qui participent à vos voyages. C'est donc Brezina, une très belle région donc dans la région d'Al Bayed. Vous avez pu voir donc de très belles photographies. On n'imagine pas qu'on est là-bas avec Al Bayed avec ce panorama magnifique et surtout ce dépaysement total. Donc des personnes qui sont habituées aux grandes villes, ça encore une fois ça change. Voilà, exactement. راح يشوفوا حاجه واحده اخرى كاع تبدل لهم. Le calme. Surtout et coupé du monde. Le calme ودربوكه هاته كوسوا على خاطينا حنا. Voilà. نروحوا باش تسمى بنادم يريح في راسو يبدل. فوالا باسكو مع لا روتين الخدمه لا بريسيون كاع تسمى يروح باش يديكومبريسي. Donc le départ c'est demain soir. Le départ c'est demain. Ça y est, les inscriptions sont finies. C'est bon. Pour la prochaine. Voilà, exactement. Inch'Allah. En tout cas, si vous voulez faire pareil, voyager grâce au groupe, en tout cas, donc Take a Trip, c'est avec Hicham Kab et bien sûr tous les éléments qui sont avec lui. Merci Hicham. Merci. Un dernier mot. Profitez bien de notre pays. Voilà, tout est dit. Voilà, merci, à très bientôt. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. On se donne rendez-vous dès demain, 8h30, ici, à cette même place. Au revoir et à bientôt.